Sœur Véronique n'avait pas prévu le moment qui allait tout changer. Ce n'était ni calculé, ni désiré. C'était un pur hasard. Mais parfois, une vie entière peut basculer en une seule seconde, insignifiante en apparence. L'incident s'est produit en avril au couvent de la Miséricorde à Toulouse, cette ville du sud de la France, où la Garonne coule paisiblement et où la brique rose domine l'architecture. Le couvent gérait un petit centre social proposant des cours, des activités pour les jeunes et une aide aux familles dans le besoin. Véronique coordonnait ces programmes depuis des années. Son rôle consistait à organiser les bénévoles, à gérer les activités et à veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du centre. Luc Ferrand est arrivé en mars comme nouveau bénévole, 21 ans, étudiant en travail social à l'université de Toulouse. Grand, les épaules larges à force de jouer au rugby, les cheveux bruns toujours en bataille et un sourire facile qui illuminait la pièce. Il travaillait avec un programme pour jeunes en difficulté, issus de quartiers défavorisés. Véronique l'observait de loin, remarquant que Luc était très à l'aise avec les enfants, patient, drôle sans être condescendant. Les enfants l'adoraient. Les échanges entre Véronique et Luc étaient professionnels et minimalistes. Elle donnait des instructions, il les exécutait, puis la remerciait poliment. Rien de plus, il était un jeune bénévole, elle, une religieuse expérimentée qui encadrait les bénévoles. Des générations et des mondes les séparaient. En avril, le couvent a organisé une retraite de fin de semaine pour adolescents. 20 jeunes, accompagnés de 5 adultes, dont Véronique et Luc y ont participé. Ils se sont rendus dans une maison de retraite située dans les collines, près d'Albi. Ce lieu rustique comprenait des dortoirs partagés, une grande salle avec cheminée et une petite chapelle. Au programme, activités de plein air, discussions en groupe et temps de réflexion spirituelle. Samedi soir, après le dîner, tout le monde s'est réuni au salon. Fauteuils et canapés étaient disposés en cercle pour une discussion de groupe sur le thème « Trouver un sens à sa vie ». Véronique est arrivée en dernier, les bras chargés de documents. La pièce était pleine à craquer. Toutes les places étaient prises. Elle a rapidement vérifié. Il lui fallait une place. Avant qu'elle n'ait pu poser la question, Luc dit « Vous pouvez utiliser ma chaise, sœur Véronique. Je peux m'asseoir par terre. » Il se leva du fauteuil. Véronique le remercia et alla s'asseoir sur la chaise qu'il venait de quitter. Mais au moment où elle commença à s'asseoir, Luc changea d'avis. Il se retourna et dit « En fait, attendez, cette chaise a un ressort cassé qui… » Son mouvement fut brusque. Véronique était déjà en train de s'asseoir. Luc se retourna. Le timing fut catastrophique. Au lieu de s'asseoir sur la chaise vide, Véronique s'assit directement sur les genoux de Luc, qui s'était retourné et abaissé au mauvais moment. Un instant, ils restèrent figés. Véronique était assise sur ses genoux, tout son poids reposant sur ses jambes. Leurs visages étaient incroyablement proches, un choc mutuel absolu. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. 20 adolescents les fixaient, les yeux écarquillés. Les autres surveillants étaient paralysés. Un éclat de rire général s'éleva. Les adolescents riaient aux éclats. Véronique se leva brusquement, le visage rouge de honte. Luc se leva lui aussi, tout aussi rouge, marmonnant des excuses incohérentes. Il tenta de s'expliquer à propos du ressort de la chaise. Véronique dit que ce n'était rien, attrapa rapidement une autre chaise, s'assit et essaya de relancer la discussion comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était produit. Pas en public, en privé. Dès qu'elle s'assit sur ses genoux, avant même que la honte ne puisse l'envahir, Véronique sentit son corps, la solidité, la chaleur, la force de la jeunesse, et son propre corps, un corps qu'elle croyait inerte après des décennies de célibat, réagit. Une étincelle d'attirance si soudaine et si forte qu'elle la bouleversa complètement. Durant la discussion qui suivit, Véronique avait du mal à se concentrer. Elle répondait aux questions machinalement, mais son esprit repassait sans cesse l'instant en boucle. La sensation de son corps contre le sien, la proximité de son visage, son odeur, savon et quelque chose d'indéfinissable, mais de masculin. Cela n'avait duré qu'une fraction de seconde, mais cela l'avait marqué à jamais. Elle tenta de se rassurer pendant les jours suivants.
Ce n'était que le choc d'un contact physique inattendu. Elle avait vécu si longtemps sans contact humain significatif que le moindre contact était perçu de façon exacerbée. Ce n'était pas spécifiquement lié à Luc, c'était un corps en manque de sensations. Mais la rationalisation ne fonctionnait plus, car elle commençait à remarquer Luc différemment, sa façon de bouger. Ses grandes mains, lorsqu'il gesticulait pour expliquer quelque chose aux enfants, son rire profond quand quelque chose l'amusait, la douceur de son toucher lorsqu'il aidait un petit à faire ses devoirs. Ce n'était plus seulement une attirance physique. Elle le voyait comme une personne attirante à bien des égards. La prise de conscience fut accompagnée d'horreur. Elle éprouvait des sentiments. Pour un garçon de 21 ans, elle était religieuse et avait prononcé ses vœux des décennies auparavant. La différence d'âge était obscène. Leur position était incompatible. Leurs sentiments étaient impossibles, déplacés, coupables. Elle chercha à prendre ses distances. Elle confia la surveillance de Luc à une autre religieuse. Elle évitait de se retrouver seule avec lui. Lorsqu'il devait interagir, elle adoptait un ton froid et professionnel. Luc remarqua le changement. Il parut d'abord confus, puis blessé. Mais il ne posa aucune question. Il respectait la distance qu'elle instaurait. La distance n'a pas éteint les sentiments. Elle les a seulement exacerbés. Véronique se surprenait à le chercher dans les pièces, à entendre sa voix, à trouver des prétextes pour passer devant ses lieux de travail. 40 ans plus tôt, elle était une adolescente tombée amoureuse pour la première fois, sauf qu'à présent, elle n'était plus une adolescente. Elle était une religieuse d'âge mûr, qui aurait dû être plus avisée. En mai, Luc a demandé à la voir. Il a dit qu'il avait besoin de lui parler. Véronique a accepté à contre-cœur. Ils se sont rencontrés dans son petit bureau. Il s'est assis, l'air nerveux. Il a dit qu'il avait remarqué qu'elle l'évitait depuis la retraite. Il lui a demandé s'il avait fait quelque chose de mal, si l'incident de la chaise l'avait offensé au point de ne pas pouvoir l'oublier. Véronique a dit non, que ce n'était pas sa faute, qu'elle pensait simplement qu'il valait mieux maintenir une distance professionnelle appropriée. Luc a dit qu'il comprenait, mais que leur conversation lui manquait, qu'avant la retraite, ils avaient commencé à nouer une belle amitié, qu'il appréciait ses opinions, qu'il apprenait d'elle. Ses paroles ont touché Véronique au plus profond d'elle-même. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait dit qu'on l'appréciait. Elle était utile à la communauté, une coordinatrice efficace, une religieuse fiable, mais pas considérée comme une personne à part entière. Luc, lui, la voyait vraiment. Et elle comprit avec stupeur que ce n'était pas qu'une simple attirance physique. C'était aussi autre chose. Il lui portait une attention qui la faisait se sentir reconnue. Elle ajouta qu'elle aussi accordait une grande importance aux conversations, qu'elle avait peut-être été trop prudente, qu'ils pouvaient renouer avec leur amitié professionnelle. Luc sourit, un sourire qui lui donna la nausée. Il lui tendit la main pour une poignée de main formelle, scellant ainsi leur accord. Elle prit sa main. Ce contact, même approprié, chaste, lui fit parcourir un courant électrique. Leur amitié professionnelle reprit, mais la frontière était floue pour Véronique. Elle voyait Luc plusieurs fois par semaine. Ils parlaient de travail, puis de livres, de musique, de la vie. Il lui racontait son enfance, dans une famille nombreuse à Carcassonne, qu'il était le premier de sa famille à aller à l'université, son désir de faire la différence en travaillant auprès de jeunes en difficulté. Elle se confiait plus partiellement. Sur son entrée dans l'ordre des jeunesses hitlériennes, sur ses années de service, pas sur ses doutes grandissants, sur sa solitude, sur le réveil de sentiments qu'elle croyait éteints. C'était en juin, par un après-midi particulièrement chaud, que tout a failli basculer. Véronique était à la bibliothèque municipale pour trier les dons de livres. Luc est arrivé pour lui prêter main forte. Ils ont travaillé côte à côte en silence pendant un moment. L'espace était restreint, exigu entre les étagères. Leurs corps se frôlèrent parfois. Chaque contact fortuit était un supplice pour Véronique. Dans un passage particulièrement étroit entre les étagères, Luc se retourna pour lui passer le livre au moment même où elle se retournait. Ils se retrouvèrent face à face, à quelques centimètres seulement.
Ils se figèrent tous les deux. Leurs regards se croisèrent. L'instant s'étira. Véronique perçut quelque chose sur son visage. De la confusion. Mais aussi de l'attirance? Impossible. Elle projetait ses propres émotions. Mais Luc ne bougea pas. Il resta là à la regarder avec une expression indéchiffrable. Il dit doucement « Sœur Véronique ?» Il marqua une pause. Puis il reprit « Il y a quelque chose dont j'ai besoin, je ne sais pas comment. » Un autre silence. Puis « Depuis ma retraite, depuis ce stupide moment avec la chaise, je... » Véronique paniqua. Allait-il avouer quelque chose? Allait-il reconnaître la tension qui régnait entre eux? Elle ne pouvait pas le permettre. Elle l'interrompit, brusquement. « Non, quoi que ce soit, ne le dis pas. » Sa voix était plus désespérée qu'elle ne l'aurait voulu. Luc parut blessé. Il dit « Mais je dois t'expliquer ce que je ressens. » Elle l'interrompit de nouveau. « Luc, tu as 21 ans. Je suis une religieuse. Ce que tu crois ressentir, ce n'est pas réel. C'est de la confusion. S'il te plaît, n'en dis pas plus. » Luc recula comme s'il avait reçu une gifle. Il dit « Tu crois que je sais ce que je ressens ?» La frustration était palpable dans sa voix. « Je sais que c'est impossible, je sais que c'est mal, mais je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. » Véronique sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle dit « Il faut faire semblant, il faut faire semblant. Parce que l'alternative, c'est de tout détruire. Tes études, ma vocation, ce travail, tout. » Un silence pesant s'installa. Puis Luc hocha lentement la tête. Il dit « Tu as raison, je suis désolé, je n'aurais rien dû dire. » Il quitta la bibliothèque, la laissant seule parmi les rayonnages. Véronique s'effondra sur sa chaise. Lui aussi le sentait. Ce n'était pas son imagination. Mais cette prise de conscience ne lui apporta aucun soulagement. Elle ne fit qu'attiser la douleur de l'impossibilité confirmée. Luc a cessé de venir au centre après cela. Il a envoyé un courriel expliquant qu'il devait se concentrer sur ses études et qu'il appréciait cette opportunité de bénévolat. Véronique a accepté son absence comme une nécessité, mais elle ressentait une perte physique, comme une amputation. Juin laissa place à juillet. Véronique se battait de toutes ses forces. Pour la première fois depuis des décennies, elle s'interrogeait sur sa vocation. Arrivée jeune dans ce monde qui l'effrayait, elle était restée plus par inertie que par vocation. Elle l'avait toujours su au fond d'elle, sans jamais y faire face. Luc l'avait forcée à se confronter à cette réalité, simplement en étant là, en étant bienveillant, en la considérant comme une personne. En août, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire. Il demanda à rencontrer la mère supérieure. Il expliqua qu'il avait besoin d'une dispense de ses vœux, qu'il avait compris qu'il n'avait jamais eu de véritable vocation et qu'il vivait dans le mensonge. La mère supérieure ne parut pas surprise. Elle lui demanda s'il était marié. Véronique hésita. Il répondit que quelqu'un avait soulevé des questions, mais que ce n'était pas une raison pour partir. La raison, c'était l'honnêteté envers lui-même. La procédure de dispense commença. Elle prendrait au moins des mois. Pendant ce temps, Véronique demeurait au couvent, dans l'incertitude. Luc n'était pas au courant. Elle ne le contactait pas. Si elle quittait l'ordre, ce serait pour ses propres raisons, et non pour les siennes. C'était une distinction importante. Elle ne pouvait pas partir simplement parce qu'elle était un homme de 21 ans. Il fallait que ce soit pour elle-même. La dispense fut accordée en décembre. Véronique quitta le couvent après plus de 30 ans. On lui avait trouvé un logement temporaire, un emploi laïque dans une ONG. Un nouveau départ terrifiant. Ce n'est qu'en janvier, déjà très affectée, qu'elle s'autorisa à penser à Luc. Elle découvrit qu'il étudiait encore à Toulouse. Elle hésita une semaine, puis lui envoya un message. Simple. Elle précisa qu'elle avait laissé des instructions et qu'elle souhaitait discuter avec lui s'il était d'accord. La réponse arriva quelques heures plus tard. Il accepta. Ils se rencontrèrent dans un café neutre. Luc semblait avoir pris de l'âge depuis juin. Il avait 22 ans. Véronique ne s'habillait plus comme d'habitude. Ses cheveux étaient défaits, ses vêtements laïques. Une étrangeté résonnait entre eux. Ils parlèrent avec précaution. Elle expliqua sa décision de partir. Ce n'était pas à cause de lui, mais il avait été l'élément déclencheur. Il l'avait forcée à affronter des vérités qu'elle avait toujours fuies.
Luc a dit regretter d'avoir provoqué une crise. Elle a répondu qu'elle ne la regrettait pas, que la crise était nécessaire, que peut-être il l'avait-il épargné de gâcher encore des décennies d'une vie qui n'était pas la sienne. Il a demandé « Et maintenant ?» Elle a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle était en train de se reconstruire, que cela prendrait du temps, qu'elle n'attendait rien. Il a avoué sincèrement qu'il ne savait pas non plus ce qu'il voulait, qu'il avait 22 ans, que l'attirance qu'il avait ressentie en juin était réelle, mais que tout avait changé, qu'elle n'était plus une religieuse interdite, mais une femme laïque, que la dynamique était différente, qu'il avait besoin de temps pour digérer la situation. Véronique a compris. Elle a dit qu'elle n'attendait rien, que s'ils restaient amis, cela suffirait. Les rencontres se poursuivirent sans contrainte. 1 mois. 2. Une amitié se noua, sans pression. Véronique découvrit qu'en dehors du contexte du couvent et de la différence d'âge, les choses avaient encore de l'importance, mais moins. Luc la voyait comme une personne et non comme une figure religieuse. Elle apprit à se voir ainsi, elle aussi. C'était en mars, presque 1 an après l'incident de la chaise, que quelque chose changea à nouveau. Ils longeaient la Garonne après avoir pris un café. La conversation était légère et agréable. Ils arrivèrent à un banc vide. Ils s'assirent et contemplèrent le fleuve. Un silence apaisant. Luc demanda soudain « Tu sais ce que j'ai pensé ce jour-là, quand tu t'es assise par inadvertance sur mes genoux ?» Véronique répondit non. Il poursuivit « J'ai cru n'avoir jamais rien ressenti d'aussi juste et d'aussi faux à la fois. Pendant 2 secondes, avant que la honte ne m'envahisse, il n'y avait que de la clarté, comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit refusait d'admettre. Puis, tout est redevenu impossible. » Véronique le regarda. Elle dit « J'ai ressenti exactement la même chose, la lucidité, puis l'impossibilité. » Luc se tourna vers elle. « Et maintenant ? Est-ce toujours impossible ?» Elle y réfléchit sérieusement. Elle dit « La différence d'âge n'a pas disparu. Tu as 22 ans. Elle s'arrêta. C'était la première fois qu'elle allait prononcer son âge à voix haute depuis qu'elle avait quitté la pièce. « Je suis bien plus âgé. Des mondes différents. Des expériences incomparables. » Luc demanda « Est-ce important que ce lien soit réel ?» Véronique répondit « Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Mais j'ai peur de mal répondre et de te blesser. Ou de me blesser moi-même. Ou les deux. » Il prit sa main. Un contact délibéré cette fois, non pas accidentel. Il dit « Et si on prenait le risque de le découvrir, doucement, sans précipitation, juste en observant ?» Véronique regarda sa main qui tenait la sienne. Elle se souvint de l'instant où elle s'était assise sur ses genoux, l'étincelle qui avait tout déclenché. Elle dit « Oui, on voit. Ce n'était pas un conte de fées. La différence d'âge a engendré des difficultés. Les amis de Luc ne comprenaient pas. Ses anciennes camarades du couvent le jugeaient. Sa famille était horrifiée. Mais ils ont persévéré car un lien né d'un moment aussi absurde s'est révélé indéfectible. À 25 ans, Luc et Véronique étaient toujours ensemble. Leur relation avait mûri. Ils avaient découvert que l'amour né d'un hasard pouvait se transformer en un choix délibéré, que la différence d'âge importait moins qu'une véritable compatibilité, que parfois la vie prenait une tournure inattendue, comme s'asseoir par inadvertance sur les genoux de quelqu'un, et que le mieux était d'accepter la situation plutôt que de lutter contre elle. L'amour interdit commença comme une mascarade. Une religieuse assise par inadvertance sur les genoux d'un bénévole de 21 ans, une salle remplie d'adolescents hilars, une honte partagée. Mais au sein de cette mascarade, une étincelle jaillit, et Véronique apprit qu'ignorer cette étincelle ne la tuait pas. Cela ne fit que la rendre plus obstinée, jusqu'à ce qu'elle choisisse enfin de l'honorer, quel qu'en soit le prix.